me présente à vous. Mon nom est Laurent Vorelli. Je suis président de Propulsion RH. Et, j'ai la chance, en fait, d'accueillir aujourd'hui Michel Delille. Puis je vais me permettre de présenter Michel. Il me corrigera si jamais là, j'ai fait des erreurs en le présentant. Michel est directeur senior en ressources humaines chez Egvia. Il a un bac en marketing de l'Université de Laval. Et puis, il a plus de 30 ans d'expérience en ressources humaines dans différents postes. Je sais qu'il a touché au recrutement, planification de carrière, développement organisationnel, bien sûr des postes de direction et principalement des postes de direction en gestion des ressources humaines. Il a travaillé notamment dans le domaine financier, le commerce détail, cabinet comptable. Et puis là, il est actuellement dans le domaine pharmaceutique. Il est également membre du conseil d'administration de la Fondation de l'ordre des CRHA. Et puis Michel est un passionné de vélo de route. Alors voilà, bon, bah, écoute, Michel, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors, j'apporte une petite précision. Au niveau de la fondation de l'ordre, Vas-y, vas-y. c'est ça, je ne suis plus membre du comité, du conseil d'administration comme tel, mais ça a été effectivement une très belle expérience que j'ai eue avec eux aussi. Excellent, excellent, excellent. Merci d'avoir apporté cette précision. Michel, écoute, vraiment là, moi j'ai adoré parce que c'est toujours la même chose que je fais. On jase sur le concept de causerie, et puis après je pose la question de savoir quel est le sujet qui t'intéresserait de traiter. Et des fois, on arrive avec des sujets plutôt intéressants, etc. Mais là, toi, tu es rentré t'as vraiment, tu dis, voilà, moi, je vais traiter un vrai sujet qui fait mal, puis qui peut des fois être tabou, on va se le dire, hein, on n'en parle pas tellement de ce sujet-là, des conflits au sein des équipes de direction. Donc, moi, déjà, je te remercie d'avoir, tu sais, t'as pas mis juste un petit pied dans l'eau, tu as mis les deux pieds dans l'eau, et puis, pas dans le plat, dans l'eau, hein, je parle, hein, mais merci beaucoup. Moi, j'ai comme vous avez été nombreux, hein, j'étais aussi étonné parce que vous avez été nombreux à signifier votre intérêt, à vous inscrire à cette causerie. Donc, pour ceux qui assistaient à cette causerie, moi, j'ai une question pour vous qui est la suivante, à savoir, avez-vous déjà vécu soit comme membre de l'équipe de direction ou comme membre de l'équipe au sein de l'organisation, avez-vous vécu le fait que votre équipe de direction en fait, il y avait un conflit là, qui existait là. Alors, je vous lance le petit sondage. Vous pouvez y répondre dès maintenant. Alors, jamais, oui, très rarement, oui, régulièrement, ou oui, souvent. Allez-y, on va voir ce que ça donne. Pour ceux que ça n'a jamais été le cas, tant mieux, tant mieux. Et peut-être, alors je dis tant mieux, ou peut-être que ça a été géré à l'interne de l'équipe de direction, puis vous n'avez pas eu vent de ces conflits aussi. Donc peut-être qu'ils ont eu lieu, mais que tout simplement, vous ne le saviez pas là-dessus. Toi, tu as répondu quoi, Michel? Ben, je ne peux pas répondre, c'est marqué ici, donc je ne pourrais pas influencer le vote. C'est marqué sur host and panelists cannot vote. So, c'est correct. Alors, voyons les résultats qu'on a. En fait, 53% d'entre vous, vous avez mis oui très rarement et 33% d'entre vous, vous avez mis oui régulièrement. Alors, bon, il semble que c'est quand même en tout et partout, là, la plupart d'entre vous, la grande, grande majorité d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Parlons-en tout de suite. Moi, j'ai une question pour toi, Michel. Oui. C'est quoi la différence un conflit au sein d'une haute direction versus un conflit dans d'autres niveaux, à d'autres niveaux de l'organisation? En fait, c'est une bonne question. Je dirais que le conflit au sein d'un conseil d'administration, tout conflit, je voudrais dire en partant que tout conflit est perturbant et dérangeant. On s'est dit par lui-même, on parle d'un conflit, mais lorsque ça arrive au sein d'un conseil d'administration, les impacts peuvent être encore plus considérables parce que naturellement, c'est de là que peut avoir des impacts sur l'ensemble de l'organisation.
Donc, je dis souvent que c'est un peu si ton cadre comme tel fonctionne bien, les chances que ça aille bien partout sont beaucoup plus grandes que si c'est l'inverse comme tel. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, il y a une question, moi, merci à vous tous, parce que vous avez posé des questions quand vous êtes inscrits, mais est-ce que c'est possible qu'un conflit au sein d'une direction se termine bien? Oui, ben, c'est toujours ce qu'on souhaite en réalité. Et c'est un peu, en quelque part, aussi notre rôle aussi, d'un point de vue des ressources humaines. C'est plus agréable d'arriver dans une situation, c'est drôle à dire, mais c'est d'arriver dans une situation où il peut y avoir un conflit, puis dire que tu peux résoudre ce conflit-là. C'est définitivement intéressant. Et je l'ai vécu, moi, personnellement, je l'ai vécu au sein d'organisations où ça s'est très bien terminé. Maintenant, très bien terminé, il faut faire attention. Est-ce que ça veut dire que la personne doit quitter? Est-ce qu'une personne ou la personne qui est prise en conflit ou en contexte, elle doit quitter? Dans certains cas, c'est arrivé. Mais dans d'autres cas, on est arrivé à des solutions aussi qui étaient tout simplement, vous savez, c'est un peu le principe du grain, de neige qui devient avec une boule de neige éventuellement, bon, etc. C'est bien souvent, ça part de rien, mais ça prend beaucoup d'expansion. Puis c'est là qu'il faut ramener ça dans un cadre qu'on dit qui soyons-nous puis parlons-en, qu'est-ce qu'il y en est. Puis, mais ça prend de la volonté. Puis, mais encore une fois, tout vient au fait de dire est-ce qu'on veut le régler, le conflit, ou on ne veut pas le régler? Parce qu'on sait qu'il y a différents types de conflits. Il y a des conflits qui seraient de façon plus facile, mais d'autres que c'est plus profond. Je vais donner un exemple d'un conflit qui pourrait être, par exemple, un conflit interculturel. Ça pourrait être définitivement beaucoup plus difficile parce que là, c'est peut-être pas juste au sein d'entreprise, mais ça peut être quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'une entreprise qui rentre en ligne de compte. Donc, celui-ci, quand on parle de valeurs aussi, un conflit qui se trouve au sein de valeurs même de l'entreprise, vous savez que chaque entreprise, en principe, a ses valeurs qu'elle développe, mais jusqu'à quel point parce que j'ai vu des entreprises où, oui, ils avaient un beau système, un beau schéma de valeur comme tel, mais est-ce qu'ils les mettaient en application? Non, et c'est là que ça peut devenir très perturbant parce que si ce n'est pas bien appuyé en quelque part, les gens vont se dire ben, à quoi ça sert? Le respect de l'individu, par exemple, ou le respect de l'employé. Si on dit que c'est une des valeurs, mais qu'en principe, tu s'aperçoit que ce n'est pas appliqué dans l'organisation, on a un sérieux problème. C'est de les ramener un peu à Ouais, et puis ça. quand ce n'est pas appliqué à haut niveau en plus, hein, quand ce n'est pas appliqué parce Ah oui, que les membres de l'équipe de direction doivent, dans le plupart des cas, doivent être des rôles modèles, en fait, hein, en termes de comportement, de communication, etc. Là-dessus. Moi, j'ai une question pour toi, c'est que on le sait hein, que des fois, les ressources humaines n'ont pas toujours un rôle stratégique ou ne sont pas toujours considérées telles quelles, comme stratégiques au sein de l'organisation. Comment on peut exercer, comment on peut intervenir, comment on peut exercer son rôle conseil lorsque c'est le cas? euh, ben, en fait, je veux dire, si je regarde de mon côté, moi, je m'en suis fait une ligne de vie, si je peux dire, dans le sens que c'est important, chaque rôle que j'ai pris, de dire que est-ce que j'ai un rôle qui est secondaire ou c'est un rôle principal? Je prends l'exemple où est-ce que je suis actuellement là, chez IQVIA. Euh, Lorsque j'ai eu ma rencontre avec la présidente comme telle, je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu recherches? Un yes man ou tu veux quelqu'un qui va vraiment t'aider à amener l'organisation où tu veux d'un point de vue naturellement en ressources humaines? Et définitivement que c'est ce que je cherche. Et parce que l'entrevue se fait d'un côté, mais l'entrevue se fait de l'autre côté aussi. Pour moi, si je n'ai pas cette Oui, fibre-là, si je oui, n'ai pas oui. le sentiment que je peux apporter le changement, à ce moment-là, j'aime mieux passer mon tour puis passer à autre chose. Donc, pour moi, je pense que d'un point de vue ressources humaines, on se doit aujourd'hui d'avoir une place qui est beaucoup plus stratégique. J'ai vu au sein de ma carrière toutes sortes de types de postes, toutes sortes de types d'appréhension des ressources humaines. Mais aujourd'hui, je pense que c'est quand même assez bien. Je pense que les gens reconnaissent toute la valeur. Puis c'est notre rôle de le vendre, de bien le vendre aussi, mais reconnaissent la valeur aussi que les ressources humaines peuvent apporter à l'organisation. Et est-ce que c'est possible des fois que... là, je bois tes paroles, hein, Michel, parce que je trouve ça bien d'y arriver comme une condition sine qua non en disant, tu sais, je veux bien prendre le poste, mais est-ce que je vais avoir un rôle stratégique? Est-ce que je vais pouvoir avoir les moyens de mes ambitions, de ce que je veux faire, etc. Et des fois, c'est peut-être des éléments de négociation à avoir. Hein. Ce que j'entends, c'est
on veut intervenir, mais il faut avoir un cadre d'intervention, il faut avoir un niveau de pouvoir suffisant pour le faire. Maintenant, Qu'est-ce maintenant, je qui... parle, ouais, Laurent, maintenant, je le dis dans le sens que je suis sur le comité de direction. Si mon rôle, parce qu'on a différents postes en ressources humaines, puis c'est comme moi, ce sont tous d'excellents postes, euh, mais si mon rôle a moins d'implication d'autres personnes en ressources humaines qui, eux, vont jouer une influence auprès du comité de direction. Donc, c'est là, en réalité, là, que chacun joue ses cartes. Donc, si ce n'est pas moi face à l'organisation, c'est une personne des ressources humaines qui va le faire vis-à-vis de moi en me disant comment moi, je peux contribuer vraiment à apporter du changement au sein des ressources humaines, puis en fait, au sein de l'organisation. par contre, qu'est-ce qui se passe si on est nous-mêmes impliqués dans ce conflit? Par exemple, mettons, Ça, si toi-même, mettons, tu es dans l'équipe de direction, je ne dis pas que c'est le cas, mais tu es dans l'équipe de direction, puis tu peux être toi-même impliqué dans le conflit là-dessus. Là, c'est un peu plus compliqué, par contre. ça devient un peu plus compliqué. Ça Ouais. devient un peu plus compliqué, mais absolument, c'est se le faire dire assez rapidement. Mais ça peut arriver, effectivement, qu'il y ait un conflit où on est impliqué. En quelque part, je pense que c'est aussi un peu, ça vient un peu aussi avec l'expérience, tu es en mesure de pouvoir reconnaître que il y a peut-être l'effet miroir que tu dois regarder. On n'a pas toutes les sciences, on des erreurs comme tout le monde en font comme tel. Donc, c'est d'être assez humble puis dire, ben, il y a peut-être de quoi que je vais faire regarder dans ma propre shop, si je peux dire, je dis en anglais, mais dans mon propre, enfin, propre côté. M'excuse, je travaille plus en anglais qu'en français. Donc, c'est peut-être plus de mon côté que je dois regarder pour améliorer les choses. Mais en quelque part, définitivement qu'il faut. Mais c'est là, encore une fois, que je dis la force d'un comité, c'est que si le comité est bien structuré, s'il y a une communication est là, puis que c'est tout est fait dans le respect, les gens devraient être en mesure de pouvoir te dire on a une situation, Michel, puis écoute, en quelque part, là, puis c'est pas de le dire devant tout le monde, c'est pas le principe, c'est pas le but, là, mais c'est quand quelque part, quelqu'un peut s'asseoir avec toi et dire ben, il y a peut-être quelque chose qui se passe que tu fais qui n'est pas correct, puis voici pourquoi. Donc, mais tout ça vient avec, comme on dit, le développement. Il y a beaucoup de coaching, de développement à faire au niveau de l'équipe. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça c'est sûr. Puis j'ai tendance à dire aussi que des fois, nous on le voit, hein, des fois on intervient en tant que intervenant externe parce que les personnes qui sont là sont impliquées elles-mêmes dans le conflit et donc sont à la recherche d'une partie prenante un peu plus objective, en tout cas plus détachée par rapport à la situation. Donc des fois, ça peut être aussi ça la solution. Et puis, parfait. Bah là, il y a Paul qui écrit un manque de crédibilité d'un membre du comité de direction est source de conflit. Quelle approche préconiser? Puis merci Paul, parce que vous avez anticipé une question que j'avais. Donc c'est proche de celle-ci, hein, c'était qu'est-ce qu'on fait quand il y a, si on parle d'un conflit au sein de l'équipe, mais ça peut-être être juste une personne vers qui, en tout cas, les mécontentements se dirigent, etc. Là, Paul cite le manque de crédibilité. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça? Qu'est-ce Ben, qu'on peut faire? je pense définitivement ça prend un dossier qui est en quelque part bien étoffé. Puis j'ai eu à bon, définitivement j'ai eu à le faire encore. J'ai eu à le faire il y a je dirais, je n'aime pas nommer les entreprises parce que je veux dire, je par respect, là, Tout à fait, je comprends. mais je veux dire, j'ai quand même eu à le faire. Et dans ce cas-là, il faut que tu étoffes ton dossier. Il faut que tu comprennes, il faut que tu fasses, il faut que tu questionnes, il faut que tu vois, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par crédibilité aussi. Donc, ça peut être même un genre de 360. Est-ce que tu considères que tu peux être assez impartial pour le faire, faire cette analyse-là toi-même, ou c'est là que tu dois te retourner vers des ressources externes? Chose certaine, on sait que cette situation-là ne peut pas perdurer. Voilà. Excuse. Puis, mais définitivement que le manque de crédibilité, c'est un des facteurs qui est le plus important selon moi, parce que lorsqu'une personne n'est plus reconnue comme étant crédible, c'est excessivement difficile de remonter cette pente-là. Encore une fois, il faut voir est-ce que c'est généralisé ou pas. Oui. Je peux vous donner l'exemple, je vais essayer d'y aller rapidement, d'une entreprise où, par exemple, je faisais le tour du comité de direction. C'était dans mes premiers mois. Euh, je
tous mes entretiens vont bien, le leader est bien perçu, etc. La dernière personne que je rencontre, qui était là depuis des années, je pose la question, je dis, qu'est-ce qui t'empêche le soir, par exemple, de dormir? Et la réponse a été mon leader. Euh, et la Ouais. personne me dit, ben, tu regardes, renseigne-toi autour, parle à des gens, tu vas voir ce qu'il y en est. Ça a donné qu'un mois après, on avait le sondage organisationnel, le leader en question de l'entreprise sortir avec un taux de haut plus de 80 sur l'appréciation des gens, qui est quand même assez exceptionnel. J'ai fait mes recherches aussi, mais savoir finalement que c'était la personne avec qui j'ai passé ma dernière entretien qui était vraiment la source, elle-même la source du problème. Donc, on a fait vraiment du travail. J'ai mis de la pression parce que j'ai dit, moi, je suis ici pour, comme on dit, faire que ça marche au sein du comité. Je ne peux pas continuer dans une situation comme ça où toi, tu me crées cette situation-là. Je dis, il faut que tu t'assoies, il faut avec ton gestionnaire, puis que tu puisses en parler, que tu en parles. Et j'ai continué à marteler ça pendant, je dirais, quelques mois, jusqu'à temps que la personne décide finalement, parce qu'elle ne veut pas le faire, jusqu'à temps que la personne décide tellement de dire, ben écoute, je vais donner ma démission. Et après ça, tout a roulé vraiment très bien. Fait que c'est un sujet qui est assez extensible. C'est une excellente question, ça, en passant. C'est ça. Puis, ce qui peut être aussi intéressant, là, c'est que non, moi, j'ai eu la situation avec un client où, en fait, on a fait intervenir le conseil d'administration euh, qui a pu aussi faire quelques interventions. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, des fois que le conseil d'administration soit impliqué. Enfin, attention ne s'implique pas trop non plus. Là. On a d'autres dangers là-dessus, là, mais ça peut être aussi une option qu'on peut regarder. Ça peut être une option. Il faut quand même bien les peser. Il faut peser chacune des options parce que, tu sais, il y a toujours une question que, où est-ce on ne veut pas mettre la personne trop sur la défensive, mais il faut quand même apporter un vent de changement. Il faut quand même, en quelque part, dire qu'il y a une situation qui ne fonctionne pas, c'est comment on la règle, cette situation-là. Puis je pense souvent que la question de se poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche en bout de ligne? Je reviens de cette personne-là qui manque de crédibilité. Qu'est-ce qu'on cherche en bout de ligne? Qu'est-ce qu'on veut essayer d'atteindre? Est-ce qu'on se dit, est-ce que la personne, oui, on veut la maintenir en poste, mais il y a définitivement un coaching, du développement à faire pour qu'elle puisse, en quelque part, retrouver sa crédibilité, je peux dire. C'est pas une erreur pour une personne de dire, écoutez, j'ai fait cette erreur-là, j'en suis conscient, puis j'ai dit, genre, j'ai besoin d'aide, aidez-moi, puis moi, je suis prêt, là, comme tel, à mettre les efforts de mon côté. On peut être surpris des fois de voir de quelle façon que une situation peut se renverser dans une situation comme ça. Mais ça prend beaucoup d'humilité et beaucoup de soutien aussi, d'accompagnement. Ouais, c'est ça. Puis tu as mentionné le coaching, je trouve ça intéressant. Puis moi, mon idée de conseil d'administration, c'était plus pour une dysfonction un peu générale à travers l'équipe de direction, Oui. parce que c'est là que ça aurait plus de sens. Comment on fait pour faire en sorte que, parce que les désaccords, là, c'est un peu naturel qu'il y en ait, là. En fait, c'est que les désaccords tournent au conflit, c'est là où on a un Voilà. enjeu en soi. Comment on peut faire pour que, à la fois, maintenir cet échange ouvert au sein d'une équipe de direction et de faire en sorte qu'il y ait quand même une certaine cohérence qui soit maintenue au sein de cette équipe-là. Ben, en fait, je pense que tu l'as mentionné, d'avoir, je ne veux pas dire je veux pas dire des conflits, mais d'avoir des différends, on va le dire comme ça, au sein d'un conseil d'administration, euh, c'est normal. Puis jusqu'à un certain point, c'est souhaitable. Tu ne peux pas toujours être d'accord. Tout le monde peut pas, Comme dans toute équipe, en fait. Hein, c'est comme dans cette équipe. C'est comme c'est ça ça. qu'on progresse. Mais genre, quelque part, l'important, c'est que, que tu sois fait dans le respect des échanges et puis qu'on garde toujours cette ligne de vue-là de dire où est-ce qu'on veut arriver, c'est quoi l'ultime but qu'on veut arriver avec tout ça. C'est quoi on développe toute une vision qu'on veut atteindre, on a des objectifs qu'on veut atteindre. Gardons ce focus-là, puis dire à partir de là, comment on va bien y arriver. Puis challengez-moi. Moi, c'est ce que j'aime. C'est challengez-moi, posez-moi des questions, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. C'est ce que tu veux pas. D'ailleurs, c'est un peu ce que je mentionnais. La prise
présidente avec qui je suis. Je dis, tu ne peux pas t'entourer de gens qui vont toujours dire oui à toi, Non. à ce que tu fais. C'est pas comme ça qu'on va avancer. Il faut être en mesure de te challenger. Puis, j'ai tellement de plaisir actuellement parce que tu vois qu'il y a une ouverture par rapport à ça. Et ça serait, tu vois au niveau du comité, puis tu vois au niveau des résultats de sondage qu'on peut faire au niveau de nos employés. C'est bon. Ouais, tu me fais penser, en fait, ce que tu me fais penser par rapport à ce que tu dis, c'est un peu comme les phases de développement d'une équipe de Tuckman, c'est en disant, OK, au début, tout va bien, puis à un moment donné, il faut qu'il y ait des accords, en fait, hein. Il faut que ça, faut qu'il y ait des échanges d'opinions, etc. Mais à un moment donné, il y a une certaine normalisation à les trouver pour faire en sorte, d'ailleurs, en établissant un certain cadre hein, qui va permettre que on se permet à la fois les désaccords, puis à la fois, on met des mécanismes en place pour bien travailler ensemble. Ouais. Il y a Betty qui met il faut assumer notre vulnérabilité. Je trouve ça vraiment bien parce que. Vas-y, Michel, Non, non, excuse-moi. non, 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 j'aime beaucoup, je viens le voir en même temps que tu mentionnes. Puis c'est pas facile à faire. Ça prend beaucoup d'humilité pour pouvoir admettre ta vulnérabilité. Mais je l'ai vu chez plusieurs gestionnaires, en fait, même je veux dire leaders en ce cas-ci. Euh, et c'est vraiment intéressant parce que ça change tellement la dynamique d'une équipe quand tu le sens. C'est pas pour rien aujourd'hui qu'on regarde beaucoup plus le quotient émotionnel ou que le quotient intellectuel des gens. Je peux m'entourer de spécialistes, je peux m'en entourer, ça, il n'y a aucun problème. Ce qui est important, c'est de dire, est-ce que moi, je suis en mesure de promouvoir, de vendre des valeurs, de me vendre, des gens puissent me connaître comme personne. Tu sais, je reviens à l'exemple que je peux donner, puis je m'en suis dans le bon sens. J'ai été à la caisse de dépôt de 2005 à 2010. Donc, moi, j'ai vécu tous les côtés de la caisse là, comme tel. Là, 2008, quand est arrivé l'histoire des subprimes qui ont perdu 40 milliards, ça restera pour moi probablement des plus belles expériences d'un point de vue ressources humaines. C'est, comme je dis souvent, tu n'apprends pas ça dans un livre, tu n'apprends pas ça à l'université. Mais ce que tu vis là, c'est un moment qui est particulier. Puis, j'ai vécu avec Henri-Paul Rousseau, Richard Gay, puis Michael Sabia. Puis, Henri-Paul Rousseau était justement ce type de leader-là qui avait je dirais, cette humilité-là. C'est un gars qui était imposant, qui aimait ça prendre sa place, mais il s'entourait quand même. Il y avait une équipe qui était dynamique en arrière. Michael Sebia, c'était différent quand il est arrivé. Ça a été, moi, j'ai vu des gens courir dans le passage en disant, je ne peux pas croire que ça vient chez nous. Et il a fait un travail extraordinaire avec la caisse comme telle. Fait que mais tu sais, c'est tellement intéressant d'étudier les deux. Moi, j'ai vu complètement l'opposé de ça. J'ai vu des boss, des gens qui disent non, je ne suis pas capable, je ne peux pas travailler pour une personne comme ça. Euh, J'ai vu les deux spectres, les deux côtés du spectre comme tel. Fait que c'est intéressant. C'est vrai que souvent, des fois, puis je ne sais pas si tu as déjà lu le livre, là, les dysfonctions, les 5 dysfonctions d'une équipe, là, puis c'est vraiment une fable sur justement des leaders, d'une équipe de direction, etc., où chacun travaille en silo, chacun a son expertise, chacun est hyper compétent, etc. Sauf que finalement, il n'y a pas de véritable équipe. Il y a une relation là-dessus. Est-ce que toi, tu as déjà fait des interventions particulières au sein d'une équipe, ou tu as déjà vu ou entendu, peu importe, là, des interventions faites par les RH auprès de l'équipe de direction, pour justement être capable de briser ces silos, ou en tout cas qu'il y ait une meilleure collaboration, une meilleure compréhension au sein de cette équipe? Oui, ben je l'ai fait. J'essaie de voir ce que j'ai fait, puis j'ai trouvé le bon exemple comme tel, mais je l'ai fait, oui, dans différentes entreprises aussi. Ce que j'aime beaucoup, puis c'est des choses qui ne sont pas habituées comme telles, c'est de faire ce que j'appelle des off-site, des retraites. Où là, vraiment, tu les sors de leur cadre normal de travail et tu les amènes vraiment dans une direction qui ne s'y attendent pas. Euh, et ça, c'est intéressant parce que, encore une fois, il faut voir si les gens sont vraiment engagés à vouloir le faire. Si les gens sont capables de se dire qu'ils vont faire un disconnect de leur business pendant quelques jours. Mais quand on arrive à ce point-là, puis quand on sait qu'il y a une volonté vraiment de vouloir le faire, je fais des choses pas mal intéressantes avec des comités de direction sur ça.
Fait que oui, les possibilités sont là, puis en autant que les gens que l'ouverture est là. Mais je dirais que c'est vraiment dans les Ouais. actions que j'ai pu faire sur la dynamique, ça a été précédemment, ça a été là que j'ai pu le faire. Les amener à travailler ensemble aussi, ça roule à dire, mais bien souvent aussi, ils sont portés à parler beaucoup de business quand ils sont ensemble, mais là, quand tu les amènes sur un sujet qui est tout autre, encore une fois, ça les dérange, c'est sort de zone de confort, mais quand tu le positionnes bien, tu les vois là, vraiment là, intéressés, puis surtout intéressants à écouter. Côté. Oui, Michel, là, j'ai envie de poser une question à tout le monde, à savoir les impacts. Alors, si vous avez déjà vécu un conflit au sein de la haute direction, ce conflit a-t-il eu des impacts? Non, aucun. Oui, sur les équipes. Oui, sur moi uniquement. Oui, sur moi et sur les équipes. Alors, quand il n'y a pas d'impact, j'entends, Michel, que c'est plutôt bon signe, là. C'est ce qu'on veut, hein. Mais je peux imaginer dans bien des cas, là, puis là, je regarde les résultats, là, effectivement, la plupart d'entre vous, ce que vous répondez, oui, ça a eu des impacts et sur les équipes, mais également sur moi. Mettons qu'on n'est pas capable de pouvoir régler un conflit. Hein, ça peut arriver des fois, là, on n'est pas capable de régler un conflit. Puis, je reviens en arrière sur ce que tu disais, là, parce que j'ai pensé à quelque chose, c'est que moi, ce qui m'a des fois surpris, c'est que des fois, ces équipes de direction ne se connaissent pas tant que ça. Non, dépendamment des organisations, là, des fois, n'ont pas eu tant l'occasion de travailler ensemble, de se connaître, de se côtoyer, etc. Connaissent plus leurs propres équipes, leur propre secteur d'affaires, plus que leurs collègues directement avec les directions. Donc, c'est sûr que ça n'aide pas beaucoup. Donc, je trouve que ça fait un peu du pouce sur ton idée de, justement des retraites, des off-sites, etc., là, qui est une occasion finalement de se connaître. Alors, le résultat, là, je vous le présente. Donc, effectivement, hein, vous voyez, 55% d'entre vous, là, vous avez dit, ouais, ouais, non, non, ça a eu des impacts sur moi. Comment on peut faire pour faire en sorte que, euh, mettons, là, éviter ça, éviter que ça ait des impacts. Maintenant qu'il y a un conflit, mais on veut éviter qu'il y ait des impacts sur les équipes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a, euh, il y a un travail de sensibilisation. Puis c'est pas, la question est intéressante. Euh, Elle n'est pas facile à répondre parce que ça peut avoir beaucoup d'implications. Chose certaine, ce genre de sondage-là, c'est le meilleur outil qu'on peut avoir quelque part. Hmm. Euh, parce que quand on a des données probantes qui nous montrent où on peut faire un lien de cause à effet, c'est là que ça nous donne des munitions. C'est là qu'on peut dire là, écoutez, là, exemple, là, où on met des KPIs, des statistiques qu'on a internes, quand tu vois des taux de roulement qui est assez élevé, on parle de départ seulement volontaire, quand tu vois des joueurs clés qui s'en vont, où tu vois qu'il y a une baisse de productivité, conflit qu'on voit un peu partout, il y a des sérieuses questions à se poser. C'est là que c'est encore là, c'est là, mais c'est encore là que notre rôle est important parce qu'il faut éveiller les comités de direction à ces situations-là. Puis j'ai vu des situations des entreprises où le comité, tu voyais en quelque part qu'il y avait un disconnect, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis on va sortir un peu de la salle, puis on va s'asseoir avec nos gens, puis on va discuter. Mais tu sais, puis je vois l'impact que ça crée en quelque part là, sur les gens qui mentionnent, je pense à 55 qui touchent là, personnellement. Là. Je veux pas que n'importe quel conflit nous touche de près ou de loin. Euh, Quand on est directement impliqué ou proche du conflit, c'est encore plus dommageable. Euh, Moi, j'ai toujours pris pour optique de dire est-ce que jusqu'où je peux faire un changement, jusqu'où je peux je peux améliorer la situation. Si je vois en quelque part que c'est un il n'y aura pas de possibilité, peu importe les actions qu'on va prendre, tu vois que c'est trop profond,
à ce moment-là, je me retire. Je dis non, parce que ma santé à moi est trop importante. Je dis, c'est pas vrai que je vais aller briser ma carrière ou je vais aller me briser moi-même comme individu dans une situation comme ça. Moi, j'ai toujours eu pour principe, ça a toujours été, j'ai dit, quand je rentre au travail, il faut que j'ai du fun à le faire. Je suis un passionné dans ce que je fais. Puis, mais si j'ai pas, si cette passion-là, cette flamme-là n'est plus là, il faut que je change parce que sinon, ça m'affecte moi, ça affecte mon entourage, puis c'est pas ça que je veux du tout. Ces décisions ne sont pas faciles à prendre, toujours, mais en quelque part, il n'y en a aucune que j'ai regrettée dans ce que j'ai fait. Ouais, parce qu'il y avait il y avait une question qui était très difficile aussi, qui était à savoir comment on peut garder sa crédibilité comme professionnel en ressources humaines lorsque le conflit ne se règle pas là-dessus. Là, tu viens de donner peut-être une partie de la réponse. Des fois, il y a des décisions difficiles à prendre. C'est difficile parce qu'on ne peut pas, des fois, il y a un certain devoir de loyauté quand on est professionnel en ressources humaines. Donc, c'est difficile des fois de se détacher d'une situation là-dessus. Donc, c'est pas facile. Il y a Mario qui pose une question à savoir, il y a plusieurs personnes responsables d'une décision, mais l'imputabilité reviendra à qui? Je peux imaginer qu'il y a une gouvernance en place et qu'au Ouais. final, la gouvernance fait en sorte qu'il y a toujours une personne responsable. Théoriquement, Ouais. si la gouvernance est bien mise en place, Et, voilà. et de là, s'assurer d'avoir une bonne gouvernance, ce qui est malheureusement pas toujours le cas, mais c'est quand même important de bien l'avoir. Ouais, puis on revient ultimement au conseil d'administration, etc., là, qui a tout ça. Mais tu sais, même à ça, excuse, je sais que. Vas-y, vas-y. OK. J'ai vu entre autres une entreprise pour laquelle j'ai travaillé, là où c'est pas toujours évident non plus, c'est qu'on veut bien régler le conflit, sauf que la personne en quelque part, qu'on sait qu'on n'a pas le choix de se défaire. Et dans ce cas-ci, c'était la personne générait plusieurs millions de dollars de revenus à l'entreprise. La personne, par année, pouvait passer 5 à 6 directeurs parce que les questions de la personne, c'était un problème sérieux. Et j'ai travaillé avec l'entreprise, avec l'organisation pour dire on n'a pas le choix, il faut s'en défaire. C'est pas réchappable. On s'entend que c'était pas réchappable. Et ça a été, le dilemme a été de savoir est-ce que je suis prêt à perdre ces millions-là en quelque part pour mes employés. Puis c'est sur cette carte-là que j'ai joué pour finalement arriver à la décision de dire que oui, on va le laisser partir. Et ça a été la meilleure décision qui a pu se prendre parce que non seulement les employés ont tellement apprécié que la direction dise ben, ils ont pensé à nous avant de penser peut-être à l'argent qu'ils vont perdre, que ça n'a pas pris grand temps finalement que ça a été comme d'y passer puis que l'entreprise a pu me sentir. On revient encore, c'est vrai, parce que je faisais une causerie, donc la même causerie avec Sébastien Beller, chef d'exploitation à la Banque Laurentienne la semaine dernière, et c'était le même discours, c'était la même chose qu'il nous disait. Il disait, c'est les données probantes, qu'il faut apporter des données probantes à l'équipe de direction, et c'est ça qui va faire en sorte qu'on va être capable de faire passer des décisions difficiles à prendre des fois là-dessus.